Last week, I sent a letter to all member states requesting them to join the vaccine arm of the ACT Accelerator. I'm pleased to announce that as of today, 172 countries are now engaging with the COVAX Global Vaccines Facility, would get most of the supply. Vaccine nationalism only helps the virus. We can't deliver vaccines we don't have. As you know, bilateral deals, export bans, vaccine nationalism, and vaccine diplomacy have caused distortions in the market. Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle rencontre dans le cadre de cette série de débats, de forums que le Centre d'Action Laïque a décidé de mener autour de ce thème, une santé pour tous, un bien public universel que nous allons développer bien sûr ce soir dans le cadre de la pandémie. Comme vous le voyez, comme d'habitude, le studio est vaste et en fait très très haut, ce qui va nous permettre d'ailleurs dans un instant d'enlever ces masques pour faciliter la compréhension singulièrement aussi des malentendants et malentendants qui nous suivent. J'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps ici à mes côtés Michel Goldman, professeur honoraire à l'Université libre de Bruxelles, qui était en charge de l'immunologie et de la pharmacothérapie. Et puis nous serons rejoints également dans le courant de cette soirée online par Mathias de Watripon, professeur à l'Université de Bruxelles, ancien gouverneur adjoint à la Banque nationale de Belgique. Nous parlerons alors avec le tandem Mathias de Watripon, Michel Goldman d'une initiative et des questions qui touchent à l'accessibilité générale et au bien public universel que devrait être la santé. Alors, je vais pour ma part enlever ce masque dès lors que les conditions sont remplies. Et avant d'entamer le débat ou les premières séries de questions avec Michel Goldman, je vous propose de rejoindre également la présidente du Centre d'Action Laïque, Véronique de Keyser, qui est bien sûr avec nous en direct ce soir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et Véronique, quelques mots peut-être d'introduction pour notre rencontre de ce soir? Eh bien oui, c'est la deuxième conférence du cycle que le Centre d'Action Laïque consacre à sa campagne, comme tu l'as dit, Une seule santé, One Health. Alors je remercie Michel Goldman et Mathias de Watripon, dont j'admire d'ailleurs le travail et l'engagement depuis longtemps. Je les remercie de nous consacrer un peu de leur temps, et c'est un temps précieux car on sait à quel point aujourd'hui le monde scientifique est mobilisé par la pandémie. Alors Eddy, tu vas une fois de plus nous aider, tu vas interroger Michel et Mathias et tu le feras tout au long du cycle. Je voudrais quant à moi insister simplement sur deux pistes. Deux pistes de réflexion qui vont d'ailleurs probablement traverser beaucoup de nos conférences. La première, c'est une réflexion sur ce que nous devons à la science. Et la deuxième, c'est sur ce que nous en attendons, ce que nous attendons d'elle, à savoir de contribuer à plus d'égalité dans ce monde, en particulier en termes de santé, d'accès aux soins, aux médicaments et aux vaccins.
Selon l'ONU, et on vient de voir son secrétaire général, le secrétaire général de l'OMS ici, la santé et la connaissance d'ailleurs sont des biens communs de l'humanité. Alors comment faire pour que les vaccins soient aujourd'hui accessibles à tous et qu'ils soient des biens publics universels? Voilà deux pistes de réflexion. Alors, à la fin des années 80, c'est un petit souvenir personnel, à la fin des années 80, il y a un livre qui est sorti qui m'a profondément touchée. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, c'était La statue intérieure de François Jacob. Alors, François Jacob, pour ceux qui sont les jeunes d'aujourd'hui, avait obtenu en 1965 le prix Nobel de médecine avec Jacques Monod et André Loff. Et son livre La statue intérieure retraçait davantage son aventure personnelle de chercheur, la longue construction de ce qu'il appelait sa statue intérieure, c'est-à-dire le corps de certitude qu'il parvenait à développer. C'était davantage ça qu'une biographie qui aurait été faite de chiffres, de dates et de médailles. Et je cite de mémoire, parce que j'ai pas pu retrouver mon bouquin, la distinction qu'il faisait entre la science de l'ombre et la science de la lumière. Alors la première, la science de l'ombre, elle est faite de tâtonnements, d'essais, d'erreurs, de pistes qu'on abandonne, d'autres qu'on ouvre. Et la science, la seconde, la science de la lumière, elle est celle qui émerge au bout de ce tunnel, qui est débarrassée de ses scories, qui est portée à la connaissance du grand public, qui est éclatante et qui est auréolée de certitude. Et c'est cette science de lumière que le grand public, on connaît en général, ça nous permet de retenir des petites choses. La gravitation, on pense à la pomme de Newton qui tombe. La relativité d'Einstein, et on pense, tout le monde dit, et MC2 carré. Élémentaire, mon cher Watson. On ne retient que ça. Aujourd'hui, les fake news, les médecines miracles, les thèses complotistes, et de ces, s'il y en a pour le vaccin, sont toutes bardées de certitudes et elles tiennent en 10 mots. Elles tentent de rivaliser effectivement avec la science des Lumières. Mais après tout, si EMC2, pourquoi pas EMC3, bien malin qui d'entre nous pourrait démontrer le contraire. Mais ce que la pandémie nous a apporté et ce qu'elle a éclairé, c'est la science de l'ombre, c'est-à-dire cette partie indissociable de la science, avec ses explorations, ses brouillons, ses espoirs permis, ses espoirs déçus. Et c'est finalement ce cheminement scientifique qui est garant du résultat et qui, pour nous, grand public, fera finalement office de label de vérité. Et se portant faux contre des thèses farfelues, parfois complotistes, qui poussent comme des champignons, mais qui n'ont pas ce travail de l'ombre et ses racines. Alors toute l'aventure du, ou plutôt des vaccins contre le Covid aujourd'hui, est une victoire de la science de l'ombre qui passe à la lumière. Mais une fois ce parcours scientifique accompli, et il l'est aujourd'hui, et il l'était extrêmement rapidement d'ailleurs, comment s'assurer qu'un médicament, qu'un vaccin ou une thérapie vont bénéficier au plus grand nombre? Qu'une innovation médicale ne sera pas réservée rien qu'à des privilégiés, qu'un traitement coûteux comme celui administré à Trump, une thérapie à base d'anticorps contre le virus, et non pas une injection d'eau de Javel, va pouvoir être accessible à tous un jour. La machine à faire bouger le monde, c'est une machine à fabriquer des égalités plutôt que des inégalités, est bien plus lourde à manœuvrer encore que la science. On n'est pas tous en effet en compétition vers les mêmes objectifs. Les intérêts des firmes pharmaceutiques, des chercheurs et des patients ne sont pas nécessairement convergents. Et nos valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité restent trop souvent à l'état de mantra. Alors on fait quoi? Eh bien, Michel Goldman et Mathias de Wattripon sont de ceux qui n'ont jamais baissé les bras. Ils ont fait de la question de l'accès pour tous aux innovations technologiques, à la science, à la vaccination, le prolongement indissociable de leur travail de chercheur. Et c'est pour ça aussi que je suis tellement heureuse, au nom du Centre d'action laïque,
de les accueillir ce soir. Merci pour ces mots d'introduction qui vont baliser d'ailleurs cette rencontre, et on reviendra à mi-parcours vers Véronique de Keyser et puis vers les questions évidemment de celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux, qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube et qui peuvent évidemment, on le leur rappelle, nous laisser des questions qui seront prises en considération dans le courant de cet entretien. Alors, Michel Goldman, embrayons sur ce que l'on vient d'entendre, Sciences de l'ombre. C'est vrai qu'en un minimum de temps, un peu plus d'un an, on est arrivé à l'idée de plusieurs vaccins, de plusieurs approches thérapeutiques, alors que il y a 6-7 mois encore, on supputait sur la possibilité d'imaginer des choses de cette nature. Et pourtant, ce qui a sans doute dérouté, désarçonné, dites-moi si je me trompe, le plus grand nombre, c'est alors précisément d'avoir assisté au tâtonnement, aux annonces qui n'étaient peut-être pas toujours conformes à ce qui se passait quelques semaines après, à des spécialistes qui n'avaient pas forcément toujours, des experts qui n'avaient pas forcément toujours les mêmes approches. C'est parce que nous sommes entrés dans les coulisses, dans la science de l'ombre ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, pour faire comprendre ce que c'est que la science de la lumière, la vraie science de la lumière, et pour qu'elle effectivement puisse répondre aux fake news et à tout ce dont on parle, à la désinformation, on n'a pas le choix, il faut expliquer d'où on vient, c'est-à-dire de la science de l'ombre. Et cet exercice n'est pas facile, parce qu'il fait appel à l'incertitude et au tâtonnement. Ils ont très bien été expliqués par Madame de Keyser. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Pour comprendre comment on en est arrivé là, ce succès sans précédent au cours des 100 dernières années, il faut effectivement pouvoir expliquer plusieurs choses. La première, c'est que tout cela était possible grâce à une collaboration entre les scientifiques à travers le monde sans précédent. Et j'aime à rappeler que si l'on en est là aujourd'hui, à pouvoir vacciner des millions de personnes, c'est parce qu'un chercheur scientifique chinois a décidé, dès le mois de janvier, de rendre publique la séquence du virus qui cause la maladie. Et c'est grâce à cela que les laboratoires qui étaient en train de développer des vaccins contre un virus qui est en fait le frère jumeau de celui qui cause le Covid, ces laboratoires étaient prêts, ils avaient les outils, il leur suffisait de remplacer l'information qui codait pour le virus sur lequel ils travaillaient par l'information publiée par le chercheur chinois. Et c'est comme ça que les choses ont pu aller aussi vite. Après ça, bien entendu, il y a les phases les plus difficiles. Montrer qu'effectivement ces nouveaux vaccins peuvent être efficaces, arriver à faire les essais cliniques dans des conditions telles que l'on n'expose pas les volontaires à des risques inconsidérés, que petit à petit, après s'être assuré de la sécurité de ces vaccins, on puisse approcher leur efficacité, sachant que pour démontrer celle-ci de façon formelle, eh bien, il faut des dizaines de milliers de volontaires. Et bon, c'est là que nous en sommes, c'est ça qui a permis effectivement de faire approuver ces vaccins par les agences réglementaires, de les déployer. Sachant que l'histoire n'est pas finie. Tout cela a été tellement vite et c'est vrai qu'il subsiste, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, il persiste une zone d'incertitude, pas sur leur efficacité. Ces vaccins vont nous protéger des formes, en tout cas les plus graves de la maladie. L'incertitude sur la capacité de ces vaccins à empêcher la transmission du virus, elle est en train d'être levée. Les données qui s'accumulent maintenant montrent que ces vaccins permettent effectivement de prévenir l'infection et donc de prévenir la transmission. Il faut encore consolider cette certitude, mais disons qu'elle se confirme, je dirais, tous les jours. Il faut reconnaître, et les événements récents le montrent, qu'il va subsister des incertitudes sur les effets à long terme de ces vaccins. Combien de temps vont-ils nous protéger? Est-ce qu'il faudra répéter les injections?
et même, moi je n'ai pas peur de le dire, il faudra que des millions de personnes soient vaccinées, que l'on ait un recul suffisant pour être certain que dans des cas exceptionnels, il ne se produisent pas des choses qu'on ne voudrait pas voir. Et ce qui est en train de s'établir scientifiquement, grâce effectivement à la science de l'ombre, mais qui va arriver dans les semaines qui viennent dans la lumière, on va comprendre ces effets inattendus, heureusement excessivement rares, causés par le vaccin d'AstraZeneca. On va quand même rester un instant là-dessus, et à la fois en prenant cet aspect très controversiel et somme toute inquiétant aussi pour les gens, c'est l'accès à l'information. Michel Goldman, bien sûr, tout le monde n'a pas le bagage scientifique pour comprendre le détail de la science, mais pour qu'il y ait un degré de persuasion suffisant, il faut à la fois la peur que la maladie elle-même a entraîné, et on a quand même encore en mémoire les images terribles de l'Italie, par exemple, il y a un an, et puis il y a sans doute la volonté de comprendre ce qu'on met en œuvre, et notamment les nouvelles technologies, on le sait, vaccins à ARN. J'ai lu sur les réseaux, dans des bouches autorisées, mais surprenantes, dire « avec des vaccins à ARN, nous devenons des OGM ». Alors, permettez-moi d'abord de vous reprendre sur le mot persuasion. Moi, si vous voulez, les mots persuasion, il faut persuader, il faut convaincre. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je conçois mon rôle. Je conçois mon rôle comme effectivement apporter les informations les plus objectives possibles, celles qui découlent effectivement aussi de la science de l'ombre, en sachant qu'effectivement, il y a deux difficultés. La difficulté, c'est d'être sûr de pouvoir être compris, d'expliquer les choses suffisamment simplement sans les déformer. Et l'autre difficulté, c'est qu'effectivement, en face de nous, nous en avons qui utilisent des arguments pseudo-scientifiques qui sont parfois très faciles et qui, eux, peuvent effectivement, malheureusement, persuader. Eux veulent absolument persuader, convaincre. Et donc, face à ça, c'est un véritable défi. Je pense que, il faut pas abandonner, c'est difficile, il faut y aller, mais surtout, je voudrais vous dire ma conviction que ce que cette pandémie nous apprend, c'est qu'il faut que chaque citoyen, dès le plus jeune âge, soit formé effectivement à des méthodes qui permettent de traiter, de faire le tri dans l'information. Et ça se passe très tôt dans la vie. Les psychologues de l'enfant l'expliquent très bien. C'est très tôt dans la vie qu'on peut notamment apprendre ce que c'est que la notion de risque, que l'on peut apprendre comment prendre en charge sa santé. Et c'est vrai que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de devoir expliquer dans un contexte qui est effectivement difficile. Et c'est pour ça qu'avec d'autres, nous essayons de mettre l'accent sur la communication, l'information des plus jeunes, je dirais dès l'école maternelle. Deux questions successivement. Commençons par la première. On a beaucoup parlé ces derniers temps de gouvernement des experts. On a vu combien même le monde politique s'en remettait à eux, l'expertise est devenue majeure, mais qui fait le tri de quel expert, qui retient quel expert? Les voix discordantes ne sont pas forcément toujours retenues. Comment le libre arbitre peut-il à un certain moment s'exercer dès lors que l'on présenterait la science comme un fait objectif, scientifique, indiscutable, établi une fois pour toutes? Bien, d'abord, peut-être un mot du terme expert. Dans expert, il y a expérience. Donc, pour moi, il n'y a pas d'expert de cette pandémie, puisque nous avons tous découvert un nouveau virus, une nouvelle maladie, quelque chose que l'on ne pouvait pas prédire. Et donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est, après avoir observé, essayer d'expliquer, et puis, en expliquant, fournir à ceux qui ont la responsabilité de prendre les décisions les informations qui sont les plus pertinentes. Ceci étant, j'en profite pour vous dire quelque chose à propos de ces conseillers, appelons-les comme ça, s'ils ne sont pas experts. Ce qui me frappe aujourd'hui en Europe, c'est combien cette expertise, si vous voulez, est dispersée à travers les pays. Bon, je veux dire, nous avons d'excellents scientifiques, évidemment, en Belgique.
mais est-ce qu'on pense vraiment que c'est uniquement au niveau belge qu'on va pouvoir fournir toutes les informations et pouvoir fournir, en restant entre nous, dans notre petit monde, des conseils sur une maladie qui est mondiale, un virus qui est partout. Donc ce Et nationalisme du vaccin s'étend au nationalisme de l'explication scientifique. Eh bien, je pense. Alors, ceci n'est de loin pas propre à la Belgique, hein. Chaque pays européen aujourd'hui a son conseiller. Moi, je passe beaucoup de temps, en fait, à discuter avec mes collègues à travers l'Europe. C'est très enrichissant. Et je me dis que finalement, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Comment peut-on, disons, restaurer la confiance dans nos populations quand elles voient, encore une fois, face au même virus, face à la même maladie, alors que nous disposons des mêmes vaccins, qu'on ait des politiques aussi différentes dans la priorisation des populations à vacciner, dans la gestion effectivement des effets inattendus qui surviennent. Et donc là, je pense qu'il y a un énorme effort à faire et j'espère que les nouvelles initiatives annoncées par la présidente de la Commission vont aller dans ce sens. Alors, avant d'aborder la deuxième question, une sous-question à celle-là, puisqu'on parlait de confiance. Voilà, les journalistes du soir ont mené enquête et ils le font régulièrement. Ils titreront demain sur la motivation à se faire vacciner se maintient vaille que vaille, malgré les mesures sanitaires, je cite, fluctuantes et les couacs de la vaccination en Belgique ces dernières semaines. Ça se maintient, mais ça s'érode. Ça veut dire que lorsque, malgré la rapidité de la réponse scientifique, malgré le fait que l'on n'y s'y attendait pas il y a quelques mois, on y soit, quand la machine s'enraye, rapidement la confiance s'enraye. Oui, je pense que la confiance, finalement, pour revenir à la science, il faut effectivement restaurer la confiance dans la science. Et moi, je pense vraiment qu'on peut y arriver. Comme je le disais, des tas de choses inattendues, et des choses inattendues, il va encore y en avoir. Je pense que c'est le rôle des vrais scientifiques de creuser la science de l'ombre, d'essayer de comprendre, et puis de pouvoir expliquer que finalement, on a compris ce qui va bien, ce qui va moins bien. C'est une conviction profonde. Alors parfois on me dit que je suis un peu naïf, c'est possible, mais je crois quand même que dans la nature humaine, il y a un fond d'intelligence qui permet effectivement d'appréhender et surtout pour ça il faut comprendre les incertitudes et les doutes. Et encore une fois, pour revenir au terme d'experts, c'est très difficile pour ceux qu'on interroge qui doivent en 2 minutes donner leur avis. Alors que nous savons bien qu'ils ont au fond d'eux-mêmes ces incertitudes et ces doutes, mais on ne leur donne pas l'occasion de les exprimer. Alors je suis sûr qu'ils les expriment vis-à-vis des décideurs, et les décideurs, au bout du compte, les décideurs politiques, ils vont devoir, disons, vivre avec ces incertitudes, ces doutes, et prendre des décisions difficiles. Ce que je voudrais dire, c'est que en tout cas, ceux que j'ai l'occasion de côtoyer, moi, je leur fais confiance. Je peux en tout cas dire que leur seule préoccupation, pour l'immense majorité d'entre eux, c'est effectivement le bien commun et la santé de la population. D'ailleurs, on voit des alliances objectives qui se créent à travers les frontières linguistiques, mais aussi à travers les convictions politiques. Donc je pense que de ce point de vue-là, bon, chacun fait de son mieux. Parfois avec certaines psychorigidités. Alors, bon, disons que c'est vrai que certains ont sans doute plus difficile que d'autres à s'adapter à une situation qui est mouvante. Et je pense que un des écueils qu'il faut éviter, parce que l'on a soi-même une certaine connaissance, et ceci n'est pas propre à la Belgique, pour sortir de notre pays, je me demande parfois, bon, Emmanuel Macron, des gens disent que ça devient un des meilleurs épidémiologistes européens. Je pense que ça, c'est dangereux. Je pense que la science est bon, et les endroits où la science se crée et où on forme les chercheurs, et l'Institut Pasteur de Paris
auquel on a fait allusion est sans doute un des très bons exemples de cela. Mais si vous voulez, on ne s'improvise pas après spécialiste de ces questions. Et je pense que c'est vrai que dans tous les pays, certains ont cette tentation de dire « ouais, mais moi je vais comprendre, puisque c'est moi qui vais décider, c'est moi qui dois comprendre dans les détails. » Et voilà, et je prendrai mes décisions sur cette base-là. Ça, je pense que ça peut, à certains moments, être dangereux et conduire à une certaine forme de rigidité que vous évoquez. Alors, il est évident, deuxième question donc, ou deuxième thème de réflexion, que dans la question de l'adhésion, mais aussi donc du libre arbitre, parce qu'il n'y a pas de citoyenneté réelle sans un libre arbitre et une capacité à tenter de comprendre, il y a évidemment alors la question de l'indépendance de ceux que l'on retrouve face à soi. On a évidemment un monde scientifique qui immanquablement est interpénétré aussi avec les intérêts commerciaux, la recherche est sponsorisée, vous-même, et on y reviendra, vous avez en son temps fondé un premier institut dans la région carolingienne qui était un partenariat public-privé. Difficile d'assumer de la recherche sans cela. Est-ce que ça rend la recherche dépendante dans ses effets d'annonce, eh bien, ma foi, d'intérêt économique, par exemple? Alors, c'est une question capitale. Je pense qu'il faut bien voir qu'il y a différentes étapes dans la recherche. Je pense que ce qui est essentiel, c'est que les premières étapes, ce qu'on a l'habitude d'appeler la science fondamentale, la recherche non dirigée, elle doit être vraiment parfaitement libre et autonome. C'est ça qui va garantir la créativité, l'imagination. C'est de là que finalement naissent les grandes découvertes. Et je dirais qu'à partir de là, lorsqu'on veut, comme la présidente le rappelait, que ces progrès de la science finalement aboutissent dans nos pharmacies et au lit des malades, il n'y a pas le choix. On doit rentrer dans un système où des intérêts économiques, financiers vont entrer en jeu. Alors, évidemment, il faut, selon le stade auquel on s'adresse, disons, assurer l'indépendance maximale du scientifique. Elle existe ? Alors, cette indépendance peut exister. Je pense que c'est essentiel que le scientifique puisse, comme je dis souvent, se regarder dans le miroir le matin en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il a prévu de faire et de ce qu'il dit, et en particulier de ce qu'il communique au grand public. Ça, je pense que c'est la première condition. Bon, il se fait que je suis médecin, donc il y a des principes essentiels qui, disons, guident mon comportement, celui de mes collègues. Et donc, je crois qu'il y a moyen de garder une indépendance suffisante, mais c'est vrai que c'est parfois au prix de résister à toute une série de tentations, et de là l'importance, dans ce domaine plus que dans d'autres, de la transparence. Et c'est vrai que la transparence, c'est effectivement pouvoir expliquer clairement les liens que l'on a ou que l'on n'a pas avec l'industrie pharmaceutique. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai accepté de continuer à présider une fondation qui donne des prix scientifiques aux meilleurs chercheurs belges. Il se fait que cette fondation est financée par un industriel, mais j'ai considéré que aider les jeunes chercheurs, c'était une priorité que je pouvais continuer à assumer, même si le financement provenait du secteur de l'industrie pharmaceutique. Mais je pense que finalement, je crois que soi-même, on doit pouvoir juger et déclarer ses intérêts. Donc, il y a la notion de conflit d'intérêts, et donc, mais il y a aussi celle de déclaration de ses intérêts. Donc, et ça, finalement, ça dépend beaucoup de soi-même. Vous déclarez ce que vous voulez bien déclarer. Et la notion de conflit, finalement, c'est d'abord vous-même qui devez l'analyser en fonction de votre activité et de vos responsabilités. Mais je pense qu'il y a quand même, et cette pandémie l'a montré, et encore une fois, on a fait allusion à l'Institut Pasteur. Moi, j'ai fait allusion aux chercheurs avec qui je suis en contact à l'étranger. Je dois vous dire qu'en particulier, les chercheurs de l'Institut Pasteur sont pour moi une source d'inspiration
très importante. Nous doutons tous les jours de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire, des conseils éventuellement à donner, et pouvoir effectivement dialoguer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui ont été finalement formés de la même manière. Et c'est vrai que l'école pastorienne, pour ça, est un exemple pratiquement unique dans le monde. C'est très important, et je pense qu'au stade de nos carrières, ce que nous pouvons sans doute faire de mieux, c'est essayer de transmettre cette façon de se comporter. Alors, je reviens, un petit rebobinage en quelque sorte, à ces remarques que l'on trouvait quand de nouvelles découvertes, de nouveaux types d'approches sont mis en quelque sorte sur le marché de la santé en l'occurrence. Certains ont des craintes, des peurs ou des doutes. L'ARN messager en fait partie. Mais la présidente évoquait également le traitement que Donald Trump a pu tester et où l'Europe est restée très timide alors que les États-Unis investissent. Je sais qu'à cet égard-là, il y a sans doute de la conviction à emporter ou en tout cas de l'explication à fournir. Il y a des réticences, mais elles ne sont pas que d'ordre scientifique. Alors c'est intéressant que vous preniez ces deux exemples et si vous me permettez, je vais essayer brièvement de répondre à ces deux questions. Alors, sur l'ARN messager, c'est très intéressant. Moi, j'ai été très frappé par une vidéo dont j'ai oublié l'auteur. C'est un chercheur du CNRS en France, donc quelqu'un qui, effectivement, est un scientifique qui est reconnu dans le monde scientifique et qui a fait une vidéo qui, je pense, a été fort regardée pour expliquer comment fonctionnent les vaccins. Et j'ai été très frappé, c'est une vidéo qui dure, je crois, une quarantaine de minutes. Les 35 premières minutes sont parfaite. Je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux. Et puis les 5 dernières minutes, ça dérape complètement, en faisant allusion effectivement aux mutations que certains vaccins pourraient induire, causant le cancer, faisant des raccourcis, mais très choquants et sans fondement avec la thérapie génique. Et ça me fait peur, parce que je me dis, mais les gens qui ont vu tout ça, voilà quelqu'un de sérieux qui nous dit des choses qui correspondent à la... Et puis tout à coup, ça dérape. Et c'est effectivement très, très difficile. Après, comment faire? On peut juste dire, écoutez, désolé, mais ça ne correspond pas, cette partie-là, à la vérité scientifique. Votre génome, ça c'est une certitude que l'on peut affirmer aujourd'hui, ne sera pas modifié ni par un vaccin ARN, ni par un vaccin à vecteur viral, comme le vaccin d'AstraZeneca ou de Janssen bientôt. Ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui dans la lumière sans la moindre hésitation. Et donc ça, je pense qu'il faut pouvoir en même temps affirmer des choses comme celle-là pour effectivement rassurer et éviter que, disons, le grand public se retrouve influencé de façon, disons, injuste. Et en même temps, c'est ça la difficulté, reconnaître qu'il subsiste des incertitudes. Alors ça, c'est pour ce qui est, disons, des ARN et de ces craintes vraiment complètement non fondées qui meurent profondément. Parce que ça, c'est vraiment aller à l'encontre de la science. Alors l'autre question, c'est un sujet sur lequel, avec plusieurs médecins belges et européens, nous sommes très mobilisés, c'est celui de ces anticorps antiviraux. C'est ceux qui ont effectivement été administrés à Donald Trump. Alors ça, c'est un sujet vraiment très intéressant. Ces anticorps, aujourd'hui, on sait qu'ils sont extraordinairement efficaces lorsqu'ils sont donnés très très tôt après l'infection. Il y a une fenêtre très étroite. Si vous attendez plus de 3 jours après l'infection, sans doute qu'ils ne servent plus à grand-chose. Mais si vous arrivez à très tôt et que vous le donnez à des patients à très haut risque de développer une maladie grave qui conduit aux soins intensifs, vous sauvez des vies. Aujourd'hui, nous savons que certains patients ont un système immunitaire très affaibli. Ceux qui portent une greffe d'organes, ceux qui ont fait l'objet de traitements pour des cancers, des leucémies, des lymphomes, ceux qui doivent recevoir des traitements très agressifs
pour empêcher leur système immunitaire d'attaquer leur système nerveux. Je pense à la sclérose en plaques. On pourrait multiplier les exemples. Alors, ceux-là, deux choses. Un, ils sont à très haut risque, s'ils attrapent le virus, de se retrouver dans une situation dramatique. Et deux, la plupart de ces personnes ne répondront que très mal, voire pas du tout au vaccin. Donc la seule possibilité que nous avons à leur offrir, ce sont ces anticorps. Alors le problème, c'est qu'ils sont effectivement pas faciles à produire en grande quantité. Il y a le problème de leur coût sur lequel on peut revenir. Et donc on est aujourd'hui dans un débat qui vise à identifier très vite ceux qui sont à très haut risque. Et encore une fois, avec d'autres, on se bat pour, notamment qu'en Belgique, on suive l'exemple de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, qui maintenant offrent cette possibilité à ces patients à très haut risque. Voilà deux situations qui montrent qu'effectivement, il y a des actions à mener à différents niveaux, au niveau de la communication vers le grand public, mais aussi des actions importantes à mener vers les décideurs politiques. Alors, encore une question avant de retourner une deuxième fois vers Véronique de Keyser et puis de se retourner également vers Mathias de Watripon qui est avec nous, Michel Goldman. C'est évidemment la question du timing. Pour pouvoir avoir un jugement éclairé dans tout ce qui nous arrive tous les jours, on a le sentiment que l'on nous parle plus vite des variants et que l'on semble découvrir tous les jours et que par contre les doses de vaccins, on voyait le patron de l'OMS nous dire on ne peut pas distribuer les vaccins qu'on n'a pas et de déplorer qu'un certain nombre de facteurs aient pu ainsi entraver cette vaccination. On a le sentiment qu'on va perdre la course. Oui, alors là, vous êtes un homme des médias. Permettez-moi de vous dire que je trouve que dans les médias, la manière dont on traite cette histoire des variants contribue. Il y a déjà suffisamment d'angoisse pour ne pas en rajouter une couche. Et je pense que ce qu'il faut dire sur ces variants, c'est que, les vaccins actuels sont actifs sur les variants qui circulent dans notre pays et même vis-à-vis des variants qui circulent dans des pays comme l'Afrique du Sud et le Brésil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tous les vaccins n'ont pas la même efficacité, mais en tout cas, certains vaccins dont nous disposons aujourd'hui permettent de prévenir les formes les plus graves induites par ces variants les plus virulents. Mais surtout, nous savons qu'en se vaccinant aujourd'hui, ce sont des données qui ont été publiées dans la revue Science la semaine dernière, on induit dans la population la production d'anticorps qui vont nous permettre de nous défendre contre des variants que peut-être nous ne connaissons pas aujourd'hui. Cette fameuse mémoire du corps. C'est plus que de la mémoire, c'est le fait que les vaccins vont induire la production d'anticorps particulièrement efficaces et on sait que certains de ces anticorps vont pouvoir reconnaître des parties du virus qui sont conservées au cours de l'évolution du virus et au cours des mutations. Donc ça, c'est une source d'espoir importante dont je n'entends pas assez parler. Non seulement on ne va pas perdre la course, mais il y a aujourd'hui, c'est la science de l'ombre. Je peux vous dire qu'à l'ombre, il y a des vaccins qui sont en train d'être développés, des anticorps d'ailleurs aussi qui sont en train d'être développés, qui devraient pouvoir agir sur tous les variants, y compris ceux que l'on ne connaît pas encore. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles par rapport aux variants. On ne va pas tout à fait d'ailleurs dans un instant quitter encore ce terrain de la course de vitesse et des entraves économiques éventuelles à cette course de vitesse, mais à mi-parcours, on retourne évidemment vers Véronique de Keyser pour faire peut-être le point, Véronique, sur à la fois les attentes lancées en ouverture de cette rencontre et déjà ce qu'on vient d'engranger. Mais oui, merci, mais moi j'aurais écouté Michel jusqu'à la fin de la soirée, donc je ne dirais pas que j'ai quelque chose à dire maintenant. Non, je voudrais peut-être juste reprendre un peu le début de l'intervention de Michel
à propos de la notion de risque, d'éducation des enfants au risque, etc. Je voudrais simplement dire que euh, c'est vrai que on doit faire admettre, on doit dire et répéter que nous sommes dans une société qui n'est pas il n'y a aucune société vivante qui soit zéro risque. Ça n'existe pas. Alors, toute la question, c'est de savoir quel est le risque que nous considérons comme socialement acceptable ou personnellement acceptable. Jusque-là, ça va encore. Il y a des tas de méthodes pour calculer un risque acceptable dans une population. Il se dire que, ma foi, se faire vacciner, c'est un risque tout à fait acceptable, qu'attraper le Covid, ce ne l'est pas, etc. Si ce n'est que on sait aussi qu'on va considérer, il y a des tas de gens qui considèrent que prendre l'avion, c'est un risque inacceptable, alors que prendre sa voiture, ils le font tous les jours, ils ont probablement beaucoup plus de risques d'avoir un accident au sein de la voiture qu'en prenant un avion. Et donc cette notion même de risque acceptable, elle est modulée par les peurs qui sont complètement irrationnelles que nous avons de quelque chose. Et la peur de se faire injecter probablement quelque chose à l'intérieur de soi, eh bien, on en a plus peur que de se dire que on prend des risques en buvant de l'alcool ou en fumant une cigarette, etc., etc. Donc, cette notion de risque psychologiquement, elle est très très compliquée à appréhender. Et c'est sur la question des peurs finalement qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que j'avais introduit et merci d'avoir repris cette idée de science de l'ombre. Comment est-ce qu'on peut lutter contre les peurs, mais en essayant d'abord de comprendre pourquoi on a peur et d'avoir des arguments qui sont des arguments qui nous sécurisent par rapport à certains types de mécanismes. Le risque, c'est quelque chose de probabiliste. Probabiliste. Les mécanismes auxquels on peut avoir accès, et grâce à vous, Michel, ce soir, ben, on a déjà un peu mieux compris. Ça, c'est quelque chose qui va plus en profondeur. C'est simplement de se dire, je peux prendre tel risque ou pas, et finalement, mon taux de risque, il est plus élevé dans une situation ou dans une autre. Je ne crois pas que que dans la situation de la vaccination, c'est un calcul de risque qu'il faut faire. Je suis persuadée au contraire que d'essayer de démonter les mécanismes qui nous permettent de dire mais oui, ça c'est bon, c'est meilleur, ça peut marcher. Certes, il reste des questions qui sont en suspens, mais c'est pour ça que je pense que c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est très rapidement, je crois que devant des peurs, certes, on peut rationnellement se calmer quand on a des explications, mais quand on peut être actif, c'est-à-dire maîtriser quelque part la situation, avoir un jeu d'action qui nous permet de garder un certain contrôle, je crois que les gens doivent pouvoir imaginer des solutions de maîtrise et que c'est uniquement par l'explication et par la maîtrise qu'on parviendra à voir les choses. Et je pense que c'est très bien d'avoir laissé le choix de vaccination ou pas, parce que là on en garde une certaine maîtrise et il y a des gens qui se ravisent après, mais c'est pas aussi facile. Il n'y a pas de solution toute faite. Donc moi j'aime bien continuer à parler. Si je ne m'étais pas déjà fait vacciner, mais j'irai demain. Voilà, à condition de trouver un vaccin. Oui, on garde précisément d'ailleurs cette dernière remarque à condition de trouver un vaccin pour dans un instant. Peut-être un mot quand même sur ces peurs ou cette façon de vaincre la peur, Michel Goldman, si tant est qu'on puisse la vaincre ou de vivre avec, parce que quand même on nous annonce et tous les probabilismes futuribles, hein, ce qui ne sont pas des plans sur la comète, mais toutes les choses que l'on a, les scénarios que l'on envisage jusqu'à 2040-2050 annoncent clairement d'autres types de pandémies. On va devoir vivre avec ces peurs? Écoutez, je pense qu'on va devoir vivre avec cette notion qu'effectivement, et donc on a parlé de One Health, on va devoir vivre avec cette notion que le monde, il faut parler au niveau mondial, va rester à la merci de pandémies qui souvent vont prendre leur origine dans le monde animal.
Oui. Et donc, il faut savoir qu'il y aura effectivement un travail de fond à faire. C'est un travail global. Vous savez, moi j'explique souvent aux étudiants que, disons, la lutte pour le climat, l'environnement, elle a des liens très forts avec les pandémies. Hein. Et donc, je crois qu'il faut se dire qu'effectivement, ça va rester une priorité. Alors, cette peur, je pense qu'il faut la transformer en une motivation à agir. Je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Il faut pouvoir être acteur, ne pas subir. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses à faire. Et je pense que la science peut nous y aider. Et je pense qu'une des manières de contourner ou de vivre avec cette peur, c'est de montrer qu'effectivement, on fait tout ce qu'on peut pour effectivement diminuer les risques et faire en sorte qu'on fasse mieux à la prochaine pandémie. Moi, je suis assez optimiste à cet égard et je pense qu'une façon aussi, c'est de montrer que quand même on progresse. Enfin, je veux dire, on voit l'efficacité des vaccins. Donc je pense qu'il y a des messages positifs que l'on peut donner. Alors aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on dit oui, mais attention, il faut quand même, ce qui est vrai, il faut quand même que les gens continuent à respecter les mesures barrières et tout ça. Donc ne disons pas trop qu'on est en train de s'en sortir. Donc c'est un équilibre difficile. Mais je pense qu'il faut arriver à dire, aujourd'hui en particulier, regardez, les vaccins, ça marche, mais en même temps, pour l'instant, on doit continuer à faire attention dans différentes circonstances. Voilà, et donc il y a à chaque fois une balance. Et je pense qu'encore une fois, l'explication en montrant non seulement ce qui peut-être pourrait arriver de pire, mais montrer aussi ce qu'on fait pour éviter le pire, peut permettre, on peut l'espérer en tout cas, que cette peur soit, disons, maîtrisée. Et on pourra d'ailleurs revenir, on pourrait effectivement rester des heures sur le fait que les progrès ou les découvertes ou la mise en œuvre de découvertes scientifiques ici avec fulgurance et rapidité permettent déjà aussi des espoirs dans d'autres secteurs de thérapie. Oui, tout à fait. On a vu des annonces ici pour le cancer par exemple sur base aussi des techniques à ARN messager. Je vous propose d'accueillir, je ne sais pas si on va l'appeler votre collègue ou votre complice, et un peu des deux en quelque sorte aussi, Michel Goldman. Je veux parler de Mathias de Watripon qui est avec nous. Bonsoir Mathias de Watripon. Bonsoir. Alors, c'est à la fois bien sûr à l'économiste, à l'ancien responsable, je le signalais aussi, de la Banque nationale de Belgique que je m'adresse, mais c'est aussi en termes de complicité à celui qui, avec Michel Goldman, mène cette initiative I3H. L'idée, c'est, quand on pose la question de l'accessibilité et du bien public universel, c'est quoi? C'est de changer la gouvernance et de convaincre les actionnaires qu'ils ne sont pas les décideurs principaux et que le rendement de leur action n'est pas la chose principale quand on parle de santé? Alors il y a de ça, Et d'ailleurs avec Michel et avec Alain Fischer, médecin et professeur au Collège de France, et maintenant très impliqué dans la vaccination en France. C'est vrai qu'on a discuté notamment, c'était sur le thème du prix des thérapies rares. Vous vous souvenez, cette petite fille dont les parents avaient dû faire du crowdfunding pour avoir le million de dollars pour arriver à avoir cette thérapie. C'est clair qu'il y a des domaines où cette question des prix du médicament est vraiment très importante. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce marché et il faut trouver une régulation optimale qui permette en même temps de continuer à se baser sur l'expertise des grandes entreprises privées et en même temps s'assurer que tous les investissements publics dont elles ont bénéficié, notamment dans le financement de la recherche et tout ça, puissent ne pas être privatisés et s'assurer qu'en effet le rendement soit raisonnable pour tout le monde. Et dans cet article publié dans Nature Medicine, on parlait des entreprises à mission. En anglais, aux États-Unis, on appelle ça les benefit corporations, qui essayent de dire explicitement qu'en effet, il n'y a pas que le profit qui compte, même si dans nos pays aussi, hein, ce sont les actionnaires qui sont propriétaires des entreprises et qui donc dès lors peuvent exercer le contrôle, mais qu'il est important dans certains secteurs qui sont vraiment sujets au bien public, il est important de rester raisonnable. C'est lié en un sens à cette question de la responsabilité sociétale des entreprises.
Mais je crois que c'est une belle idée, mais qui mérite d'être vraiment concrétisée pour que on fasse exactement ce qu'on dit qu'on a envie de faire. Voilà. Oui. Alors, on a évidemment une batterie de questions qu'on voudrait pouvoir vous soumettre rapidement. Mathias de Watripon, la première peut-être, c'est comment s'assurer lorsqu'effectivement, et on l'a vécu, il y a un investissement public non seulement en amont pour cette recherche fondamentale ou cette recherche de l'ombre que l'on évoquait, mais aussi pour de la recherche appliquée. On a vu la Commission européenne débloquer quand même des fonds importants à destination de laboratoires pour accélérer la recherche et la mise au point de vaccins. Comment, dès lors que déjà des fonds publics sont mis à disposition et injectés, comment peut-on imaginer qu'ensuite le prix coûtant, le prix exposé, la facture exposée aux États soit élevée au point que, fort à parier que les États africains et d'autres n'aient jamais accès aux mêmes vaccins que nous et doivent se rabattre sur d'autres dont on parlera moins, mais dont on parlera dans un instant. Alors je dirais que bon, si on se concentre sur la question du Covid, je dirais que aujourd'hui, le problème principal n'est pas le prix de ces vaccins. D'ailleurs, l'entreprise qui a la plus mauvaise presse aujourd'hui en Europe, AstraZeneca, c'est celle qui vraiment a les prix les plus bas et qui a dit voilà, nous on va faire ça au prix coûtant. Entre nous, je crois qu'une des raisons pour lesquelles ils ont fait ça, c'est parce que c'est une entreprise qui en fait n'avait pas vraiment d'expérience dans ce secteur. C'était pas un grand du vaccin. Bon, ils se sont connectés avec Oxford et si vous voulez, c'est une manière pour eux d'entrer dans le marché et de se faire un nom. Je crois qu'il faudra faire attention au prix ultérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs l'Europe est critiquée pour avoir fait trop attention au prix et pas assez à la rapidité de livraison. Et ce d'autant plus, comme disait l'économiste, il y a toujours un coût d'opportunité. Ils ont peut-être un peu trop oublié, enfin c'est ce que beaucoup de gens disent, ils ont trop oublié que essayer de gagner un petit peu sur le prix du vaccin au risque de retarder la livraison a un coût économique beaucoup plus élevé en termes de retarder la relance économique. Et donc de ce point de vue-là, je dirais que même si évidemment Donald Trump n'a pas été bon du tout dans la gestion de l'épidémie en termes de mesures, de distanciation sociale, de masques, etc., etc., en fait, il a été assez malin dans la manière de mobiliser l'écosystème d'innovation américain, les instituts de la santé NIH, l'autorité de politique de recherche appliquée, BARDA, même l'armée américaine a aidé à accélérer la mise sur pied des usines et compagnies et de la logistique et tout ça. Donc là, et Joe Biden a continué, et donc c'est grâce à ça que l'essentiel de la population américaine sera vaccinée fin juin, et je crois que là, l'Europe a beaucoup à faire. Alors, après ça, je dirais que certains ont déjà bien gagné leur vie. Je crois que autant AstraZeneca et je crois Johnson Johnson ont décidé de ne pas gagner d'argent au-delà de leur coût sur ce vaccin-ci. Également, Johnson Johnson n'est pas un des Big Four des vaccins. Je veux dire, bon, d'abord c'est intéressant que Sanofi, Merck et GSK, qui sont trois des quatre grands pour les vaccins, n'ont pas vraiment réussi leur coup jusqu'à présent. Le quatrième, Pfizer, a été chercher une biotech allemande, BioNTech, et bon, eux, ils gagnent de l'argent, mais pas énormément sur leur vaccin, enfin pas énormément, je veux dire, pour ce genre de taille d'entreprise. Par contre, déjà, leur Chief Financial Officer a dit, voilà, notre vaccin aujourd'hui, il coûte $10 par dose, mais un prix normal dans le futur, ce sera, comme pour tous les vaccins, 175. Alors ça, c'est évidemment très différent. Et donc, ça va poser une question disons, de maîtrise du budget des médicaments, notamment liés à ces vaccins. Et ça restera, je dirais, un problème important. Maintenant, ceci étant dit, pour les pays pauvres, où là, de fait, la vaccination est en général encore moins avancée que l'Europe, on va dire, l'Europe étant elle-même moins avancée que
les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore plus Israël. Israël, par ailleurs, qui réussit à vacciner très vite, parce qu'ils ont payé 4 fois plus cher que l'Europe. Hein. Mais je crois que ça vaut la peine en termes de retour, en termes de recettes fiscales, parce que l'économie va repartir plus vite. Maintenant, pour les pays pauvres, se posera la question, en effet, de la capacité de se permettre ces vaccins, qui, aujourd'hui, en Europe, pour les citoyens, c'est vraiment un bien public, c'est-à-dire une fois qu'il est disponible, il est gratuit. Maintenant, comme disent les économistes, rien n'est jamais gratuit. Ça veut simplement dire que c'est le contribuable qui paye. Dans les pays pauvres, le contribuable, l'État n'aura pas les moyens de payer. Donc, il faudra arriver à avoir soit des mécanismes d'aide internationale, soit vraiment des prix coûtants. Et de manière intéressante de ce point de vue-là, AstraZeneca a déjà un grand accord avec le Serum Institute indien, qui est le plus grand producteur au monde de vaccins et qui prévoit plusieurs milliards de doses. Et je crois que ça, c'est pas mal. Évidemment, la question va être, si jamais le Covid est un peu comme la grippe, c'est-à-dire qu'il faut chaque année, un nouveau vaccin, se posera vraiment la question du prix de ce vaccin. Et là, je crois que ça deviendra un enjeu vraiment majeur. Je reviens dans un instant, mais évidemment, je vous interpelle aussi là-dessus, hein, Michel Goldman, parce que Peter Piot, hein, notre compatriote, ancien monsieur ONU-SIDA, a ferraillé, il le rappelait encore récemment, après être lui-même d'ailleurs sorti d'un épisode Covid, il rappelait qu'il avait dû batailler et ferrailler pendant pratiquement 20 ans pour obtenir qu'enfin les trithérapies soient accessibles dans des pays pauvres, par exemple d'Afrique, à des prix tout à fait raisonnables et pas alors dépendantes de marchés parallèles avec des contrefaçons, etc. On sait que ça existe. Comment espérez-vous, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan économique, convaincre de ne pas passer de 10 à 175 dans les jours qui viennent? L'exemple du sida est un très bon exemple. Et c'est vrai que le développement de ces médicaments doit finalement beaucoup aux activistes qui, effectivement, ont obtenu aussi du gouvernement américain et des firmes pharmaceutiques, effectivement, de revenir à des prix plus raisonnables. Notamment en imposant que les universités qui recevaient des financements publics, qu'elles soient contraintes, dans leurs accords de licence avec les entreprises pharmaceutiques, d'inclure des clauses de prix raisonnables. Alors on peut après discuter sur la manière dont ces clauses ont été appliquées, mais ce qui est intéressant, c'est que le principe y était. Le principe y était, et quand même, il avait une certaine action, puisque les entreprises pharmaceutiques ont obtenu du gouvernement de Ronald Reagan de faire tomber cette clause. Et je pense que le moment est venu aujourd'hui de réfléchir à la manière dont on discute avec les firmes qui aujourd'hui, et c'est logique, nous disent que les risques considérables qu'elles prennent doivent être partagés avec le secteur public, et c'est vrai. Mais je pense qu'en contrepartie, il doit effectivement y avoir des clauses, qui garantissent l'approvisionnement, qui garantissent un accès dans des conditions soutenables, y compris économiquement. Et je pense qu'on devrait pouvoir y arriver en prenant, disons, les entreprises et leurs dirigeants au mot. Il y a eu au cours des 2 dernières années plusieurs déclarations très forte des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales disant « c'est fini la dictature des actionnaires ». Nous, responsables de ces grandes entreprises, signons, prenons l'engagement qu'il y aura d'autres éléments qui gouverneront nos politiques, y compris nos politiques de prix. Et donc je pense que le moment est venu maintenant de leur dire écoutez, on est tout à fait d'accord, asseyons-nous autour de la table et voyons comment on peut y arriver. Et je pense que l'Europe, bon, il se fait que j'ai dirigé pendant 5 ans une agence qui était à ce partenariat public-privé entre l'Union européenne et les entreprises pharmaceutiques. Donc je pense que l'Europe est très bien mise pour ça, parce qu'on a une culture finalement de collaboration entre le public et le privé qui est telle que
je pense que ces négociations devraient être entamées assez vite, alors que l'on discute justement la mise sur pied de cette nouvelle agence pour mieux nous préparer aux futures pandémies. Et je pense que notre présidente a siégé au Parlement européen, donc je crois que le Parlement européen, à cet égard, aura un rôle très important à jouer puisqu'il devra approuver les conditions dans lesquelles cette nouvelle agence sera lancée. Mathias de Watripon, comment croire aux vertus et à l'éthique d'un actionnariat et au système que Michel Goldman vient de décrire et auquel j'imagine que, puisque vous collaborez, vous adhérez. Si l'on prend l'actualité récente, on a d'une part le patron de Nestlé qui dit proclamer un droit universel à l'eau est la plus grande stupidité que l'on ait jamais pu produire, et il souhaite d'ailleurs breveter l'eau alors que les crises et les stress hydriques sont déjà présents et qu'on estime que 30% de la population mondiale est déjà atteinte par le manque d'eau, et ça n'ira pas en s'améliorant, et que d'un autre côté, on a vu que le CEO de Danone, qui voulait faire passer l'éthique avant le financier et la rentabilité de ses actionnaires, s'est fait licencier par eux. Est-ce que les vertueux patrons que Michel Goldman a rencontrés ne risquent pas de subir le même sort? Alors, je crois que certains sont en effet assez, disons, sincères. Et je crois que le patron de Danone, en effet, en est un. C'est intéressant que Danone, justement, le patron de Danone voulait transformer Danone en entreprise à mission. Et c'est vrai qu'il a perdu contre des actionnaires en particulier des actionnaires activistes anglo-saxons, qui eux étaient de fait plus intéressés par le profit. Donc on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, ce soit un exemple qui a eu du succès. Donc je crois qu'en fait, il est important de combiner une certaine confiance et notamment euh, à l'aide d'une transparence pour s'assurer que les entreprises ont en fait tout intérêt à faire ce qu'elles disent et combiner ça avec une réglementation. On sait qu'un des pays, une des économies qui marche le mieux en Europe, c'est l'Allemagne. Ben, l'Allemagne a la codétermination. Dans son conseil de surveillance, les travailleurs sont représentés. Vous pouvez également mettre des représentants de la société civile. Vous avez toute une série de possibilités. Maintenant, je crois qu'également, vous avez parfois la possibilité d'inciter les, euh, les actionnaires. Tout le développement aujourd'hui, disons, des critères de développement soutenable et compagnie qui impliquent des ratings de la part des entreprises et tout ça. Et toute une série d'investisseurs souhaitent, par exemple, la transition énergétique. Et donc, parfois, ça peut être tout à fait intéressant pour les actionnaires d'inciter l'entreprise à être plus soutenable parce que ça veut dire que la demande pour leurs actions augmente. Ça veut Si dire c'est quand même que la combiné, puissance, ouais, ça veut dire que la puissance publique va devoir utiliser sa force et son bâton pour convaincre certains quand même. il est clair qu'il y a une complémentarité entre, si vous voulez, les patrons et actionnaires éclairés et la réglementation pour s'assurer qu'en effet on est disons des entreprises qui sont vraiment à vocation sociétale. Donc par exemple une taxe carbone aide à considérer qu'en effet on a envie de faire la transition énergétique et si en plus il y a une transparence des comportements et toute une série d'investisseurs qui s'y intéressent aussi, eh bien, ça contribue également à accélérer le mouvement. Mmh. Une labellisation en quelque sorte. Michel Goldman, vous souhaitiez sur ce plan-là Oui, réagir? je voudrais quand même insister sur un point. La différence entre Nestlé, Danone et l'industrie pharmaceutique, c'est que votre yaourt, vous allez l'acheter au grand magasin avec votre argent. La différence, c'est que, et heureusement, c'est que les pouvoirs publics interviennent dans le financement des traitements que vous recevez. Et donc, je pense qu'il y a là un levier supplémentaire.
et donc d'ailleurs toujours avec Mathias et Alain Fischer, on a plaidé que, en tout cas pour certains médicaments particulièrement coûteux, on impose une clause qui fasse que, effectivement, le remboursement est conditionné à la manière dont l'entreprise est gouvernée, gérée, en s'assurant que des principes autres que le retour vers les actionnaires soient considérés. Donc là, je pense qu'il y a, disons, comme je dis, un levier supplémentaire pour arriver à des conditions raisonnables et soutenables. Encore une question avant d'aller choisir quelques-unes des vôtres, bien sûr. Mathias de Watripon, à l'heure où le brevetage du vivant, ça fait déjà d'ailleurs presque un quart de siècle qu'il est entamé cette idée du brevetage du vivant, mais à l'heure où le brevetage du vivant commence à se développer, est-ce qu'on peut imaginer restreindre cette tentation du brevet pour travailler plus alors en open source? Michel Goldman signalait qu'au début, ce qui a facilité, c'est le partage par ce chercheur chinois de la séquence du vaccin, du génome du vaccin, et puis d'avoir pu collaborer, être collaboratif. Est-ce que demain, on peut imaginer à ces niveaux-là de l'entrepreneuriat collaboratif en open source, et qui peut le forcer? Ah non, certainement, l'open source c'est quelque chose de très important. Je dirais que bon, le système de brevet a été inventé pour inciter à l'innovation. De manière générale, la politique de concurrence est contre les monopoles, contre les abus de position dominante, etc. On fait une exception avec les innovations en disant on va vous décréter le droit d'être un monopole. Et c'est l'idée que si jamais n'importe qui peut vous copier alors que c'est vous qui avez investi pour inventer et innover, ben plus personne ne va vouloir inventer ou innover. Maintenant, quand on voit la santé, ce qui est embêtant, c'est quand on donne des brevets un peu trop généreux, alors que on a déjà financé via le secteur public beaucoup des recherches. Je veux dire, un des plus beaux exemples, c'est peut-être les GAFAM. C'est pas ces entreprises-là qui ont inventé l'Internet. C'est pas elles qui ont inventé le GPS, mais elles font de l'or en barre dessus. Et clairement, en plus, comme tout le monde est sur Facebook, parce que tout le monde est sur Facebook, il y a donc ces phénomènes de winner takes all, donc des monopoles très très forts, et elles se font beaucoup trop d'argent, c'est clair. Encore beaucoup plus d'ailleurs que les entreprises pharmaceutiques, hein, où il y a quand même, il n'y a pas cet effet disons, de plateforme qui fait que tout le monde veut être sur la même plateforme. Et donc, en effet, il y a une question et ça c'est ce que Michel disait, c'est que si des innovations ont vraiment été financées dans le secteur public, une mise dans le domaine public est assez naturelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent dans les étapes suivantes pour amener le produit sur le marché, mais disons que ce n'est pas normal que, disons, tout le return aille juste à certains s'il a été financé un peu par tout le monde. Alors, je Et vous donc, propose... en fait, dans ce point de vue-là, en effet, il faut trouver des limites, soit à la durée du brevet, soit à la largeur du brevet. On peut vouloir imposer des licences obligatoires. Il y a toute une série de mécanismes qui peuvent être faits pour trouver le bon équilibre entre incitation à l'innovation et bien public. Je vous propose d'aller à la rencontre des questions hein, que celles et ceux qui nous suivent ont pu manifester, laisser sur les réseaux. Vinciane Colson est dans un autre studio connexe au nôtre. Vinciane, quelles sont les grandes tendances? Oui, bien déjà bonsoir, bonsoir à
tous. Alors, je dirais que les internautes reviennent beaucoup sur le titre du débat, donc vaccin, bien public universel. Ce titre et ce qui nous a occupé pendant cette deuxième partie du débat, c'est clairement une notion qui pose question, qui crée justement le débat. Donc, un internaute nous dit, mais finalement, quel investisseur privé investira encore dans la recherche si ce n'est pas pour en retirer un bénéfice sur son investissement? Un autre nous parle de la question des brevets dont on vient de parler en disant mais pourquoi ne pourrait-on pas imaginer un moment que l'ONU, par exemple, rachète une série de brevets ou rachète les brevets de vaccins contre le Covid puisque c'est un problème mondial qui nous touche toutes et tous. Alors, on voit qu'il y a des internautes qui sont aussi moins optimistes que notre invité Michel Goldman et qui disent mais finalement tant qu'existe la notion de profit dans l'objectif d'une entreprise, on ne pourra jamais parler de biens publics. Donc ça, c'est vraiment toute la majorité des réactions qui portent là-dessus. Je voulais juste relever quand même une autre question qui abordait plus la thématique One Health, donc une seule santé, le fait qu'on était que la santé de l'homme, de l'humain, des animaux, que tout était lié. Et donc cette question, c'était finalement l'option de vouloir éradiquer le coronavirus par le vaccin. N'est-elle pas une piste sans issue dans la mesure où tout autre virus lié à la surpopulation humaine côtoyant les espèces animales menaceront la santé humaine dans les années à venir? Donc finalement, est-ce que c'est pas un combat sans fin et un combat perdu d'avance? Merci déjà, Vincent, pour cette série de questions. On commence peut-être par cette dernière question, alors Michel Goldman. Écoutez, moi j'essaye d'être pragmatique. Je suis médecin. Ce qui me préoccupe, c'est effectivement nos hôpitaux submergés, ces gens et ces personnes qui meurent. Et je sais que la seule manière de s'en sortir pour les mois, les années qui viennent, c'est le vaccin. Il n'y a pas d'autre alternative. Y compris pour celles et ceux qui, souffrant d'autres pathologies, ont dû freiner un certain nombre de leurs soins. Tout à fait. Tout à fait. Et donc ça, c'est la préoccupation, en particulier en tant que médecin. Donc moi, par rapport à ça, et je suis bien au courant des théories qui circulent, malheureusement, sur les vaccins qui feraient pire que bien, je veux dire, difficile de prévoir ce que sera demain. Est-ce qu'on va se retrouver dans la situation de la grippe avec ces vaccins qui doivent être répétés? C'est pas exclu. Je ne pense pas qu'on viendra à bout de ce coronavirus. Je pense que comme on n'est pas à bout du virus de la grippe et même on n'est pas à bout du virus de la rougeole, le seul virus dont on est venu à bout, c'est celui de la rougeole. Pour tout le reste, on n'en est pas venu à bout et on a dû effectivement, essentiellement grâce au vaccin, apprendre à vivre avec le virus, à maîtriser les dégâts qu'il cause le mieux qu'on peut. Et pour ça, pour la pandémie que nous vivons aujourd'hui, il n'y a qu'une seule voie, c'est le vaccin. Et donc, je pense que c'est là-dessus que nous devons nous concentrer, tout en travaillant, et ça, c'est le rôle des scientifiques, c'est encore du domaine sans doute de la science de l'ombre, j'aime bien cette expression, tout en travaillant, effectivement, essayer de comprendre comment on peut réduire effectivement les risques liés à cette globalisation entre le monde animal et le monde qui est le nôtre. Donc, je pense que de ce point de vue, je peux comprendre les préoccupations théoriques. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a une priorité, c'est de sortir de cette situation dramatique. Et pour ça, il n'y a qu'une seule voie, ce sont les vaccins. Tout le reste, ce sont des réflexions, voire des élucubrations intéressantes. Eh bien, étudions-les. Mais ce ne doit pas nous empêcher d'agir dès aujourd'hui pour qu'on se libère le plus vite possible de toutes ces contraintes qui nous pèsent. J'en profite pour dire un mot sur, effectivement, bien public. Est-ce que l'on n'est pas naïf en espérant, effectivement, que dans le système actuel, on puisse arriver à assurer une distribution plus équitable? Alors je comprends la préoccupation et disons ce qui se passe avec les vaccins contre les maladies infantiles montre que c'est un vrai défi, mais ce défi on l'a quand même
rencontré en partie. L'association Gavi a permis effectivement de vacciner dans les pays défavorisés contre des maladies infantiles, je pense aux maladies qui causent la diarrhée ou qui causent les pneumonies. Ceci dit, c'est vrai, on n'a pas résolu le problème. Et chez nous, bon, sauf exception, on ne meurt plus et on ne souffre plus de la rougeole. Il faut savoir que ce sont des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de la rougeole, voire qui en meurent dans les pays défavorisés. Et on peut multiplier les exemples avec les diarrhées, les maladies respiratoires contre lesquelles on dispose de vaccins. Alors, on a progressé, on les a mieux distribués, mais il reste beaucoup à faire. Ceci dit, la raison pour laquelle je pense que la voie qui a été suivie pour les maladies infantiles et pour laquelle plaide le directeur de l'OMS, la voie de ce fameux système COVAX, je pense que c'est la bonne. Parce que celles et ceux qui croient qu'on peut se passer de l'industrie pharmaceutique complètement, on n'a qu'à reprendre ça, la recherche. Ça, c'est sans doute encore possible, mais aussi le développement, la production, la distribution, de l'assurer uniquement par le secteur public. Eh bien, là, moi, je n'y crois pas. Je pense que l'expérience a montré que celles et ceux qui ont le savoir-faire, eh bien, c'est effectivement l'industrie pharmaceutique. Encore faut-il effectivement quelle est l'expérience du domaine, et on a parlé effectivement disons des industriels qui ont l'expérience des vaccins. Et donc, je pense qu'il faut effectivement trouver une forme de modus vivendi. Je pense que les solutions extrêmes, comme abandonner complètement le système des brevets, je pense que ça ne fonctionnera pas parce que vous allez couper un incitant essentiel. D'ailleurs, un autre intervenant a parlé, oui, mais écoutez, si vraiment vous allez dans ce sens-là, qui va encore investir? Et donc, ces deux questions montrent bien la balance délicate. Il faut en même temps fournir les incitants aux investisseurs, en même temps assurer cette distribution équitable. Et pour ça, il faut aussi expliquer aux investisseurs que les sociétés pharmaceutiques et autres dont on a besoin, simplement ce qu'on demande, c'est qu'elles restent raisonnables dans le profit légitime qu'elles revendiquent. Et il n'y a rien de honteux à garantir qu'il y ait effectivement un revenu légitime. Il doit simplement rester dans des marges raisonnables qui tiennent compte de l'investissement public qui a permis à ces vaccins d'arriver là où ils sont. Mathias de Watripon, sur ces questions, évidemment, on l'a entendu, un certain nombre d'internautes se demandent, par exemple, pourquoi les Nations Unies ne rachèteraient pas les brevets pour les rendre open source face à des grands risques comme ceux que nous confrontons, que nous affrontons aujourd'hui. D'autres, effectivement, disent, mais quel serait l'intérêt pour le privé d'encore prendre part au développement de tels vaccins s'il n'en retire rien? Et d'autres, enfin, et Michel Goldman vient d'utiliser le mot, disent il faut garantir un profit raisonnable. Mais qui fixe la hauteur et la notion très floue de profit raisonnable? Non, vous avez raison que ces choses ce ne sont pas simples. Entre nous, je dirais que l'idée que l'ONU rachète ces vaccins, bon, d'abord, il faudrait que l'ONU reçoive les budgets. En plus, il y a sûrement un prix qui plaira à toutes ces entreprises, hein. La question, c'est quelle doit être la taille de ce prix. Donc, je dirais qu'en tant que tel, le rachat par l'ONU du vaccin, ça dépendra est-ce que l'ONU peut imposer un prix pour lequel ça peut se passer ou pas? C'est ça la vraie question, parce que pour le reste, je veux dire, d'ailleurs, les entreprises sont tout à fait d'accord de faire des contrats par lesquels d'autres entreprises produisent leurs vaccins. Et disons qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas, disons, des prix par vaccin trop élevés, alors que si on rachète directement, on peut fixer des prix assez bas. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, c'est le genre de choses qui se discutent dans plein de secteurs, hein. Je veux dire, il y a une régulation des prix de l'électricité, par exemple. Donc, on pourrait avoir des régulations
des prix des médicaments. Il y en a à certains niveaux, évidemment, d'autant plus, comme l'a dit Michel, en plus, c'est l'État qui finance souvent. Mais c'est vrai qu'il y a, face à certaines entreprises internationales, elles peuvent faire la concurrence entre différents pays et dire, ben voilà, si vous insistez sur des prix plus bas, eh ben vous l'aurez moins vite. Et bon, ça se voit un petit peu en Europe, hein. Donc ça repose la question des rapports de force. Et je crois qu'en effet, comme l'a dit Michel, avoir des contrats assez clairs au début, au moment où on donne de l'argent pour le développement, à ce moment-là, je crois que l'État devrait faire jouer son pouvoir de négociation. Et je crains que dans ce cas-ci, alors que l'État a pris un risque énorme, hein, c'est pas seulement le fait qu'on a financé la recherche sur l'ARN messager depuis des années, mais en fait, on a financé des usines pour développer les vaccins. Donc l'État a pris, notamment aux États-Unis, énormément de risques. On verra jusqu'où ils vont arriver à tirer les bénéfices de ces risques en s'assurant que les prix de ces vaccins sont raisonnables pour Medicare, Medicaid et compagnie. Et là, il faut bien avouer que les États-Unis sont vraiment pas bons. Les prix des médicaments en général aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu'en Europe. L'Europe, franchement, fait ça mieux. Autant les entreprises pharmaceutiques mondiales gagnent, enfin les études sont très claires sur le sujet, elles gagnent plus d'argent que la moyenne du secteur. Et donc la moyenne du secteur est une manière de voir ce qu'est un prix raisonnable. La moyenne des entreprises de l'économie. Mais aujourd'hui, les entreprises américaines pharmaceutiques gagnent beaucoup d'argent, mais c'est en particulier parce que les prix sont extrêmement élevés là-bas, notamment parce que le pouvoir de lobbying là-bas de ces entreprises est beaucoup plus élevé qu'en Europe. Donc Euh, l'Europe fait quand même de ce point de vue-là mieux. Ouais, une question directe également, parce qu'on a titré bien public universel, hein, santé pour tous, bien public universel, bien au-delà du strict vaccin ou des stricts vaccins aujourd'hui, c'est la notion de santé. Est-ce que ça existe d'ailleurs dans le secteur économique? Parce que bien sûr, je sais qu'il tient à cœur à l'un des anciens présidents du Centre d'action laïque, Pierre Galland, de rappeler que la Déclaration universelle et tous les textes fondamentaux des Nations unies le prévoient, mais est-ce que dans les faits, contractuellement, on peut définir un bien public universel, Mathias de Watricon? Est-ce que vous avez appris ça à vos étudiants? C'est-à-dire que je dirais qu'il y a des... bon, par exemple, j'ai Internet aujourd'hui. Alors évidemment, il y a certains États qui essayent de le contrôler et tout, mais c'est quelque chose qui est mis à disposition des individus, des entreprises, et ça correspond un petit peu. Bon, c'est notamment grâce à l'État américain que ça s'est fait, mais c'est mis un peu à disposition de tout le monde. Et après, il y a la question de savoir la capacité, etc. Donc, il y a des choses qui sont pas évidentes, mais l'idée qu'en effet, il y a des choses qui sont gratuites dans le sens où elles sont mises à disposition de la population, ça existe. À certains niveaux, si on avait, disons, un mécanisme de défense vraiment mondial et vraiment bienveillant. Bon, en économie, on dit souvent, mais voilà, la défense c'est un bien public dans le sens où les c'est pas parce que vous êtes protégé que vous payez vous-même. Bon, après, en tant que contribuable, vous devez payer, avoir une armée, disons, qui soit qui soit à la hauteur. Enfin, entre nous, l'Europe, disons qu'elle se repose plutôt sur l'armée américaine, hein, ce qui énerve d'ailleurs les différents présidents. Mais en un sens, on est tous protégés, qu'on achète ou pas. Donc en ce sens-là, c'est un bien public et pas un bien privé. La qualité de l'environnement, c'est quelque chose aussi. Si les États font leur boulot, ben, tout le monde en profite sans devoir payer pour respirer. Ça inciterait vraiment, Michel Goldman, les chercheurs à continuer, les étudiants qui cherchent le meilleur profil, qui cherchent le meilleur devenir, la meilleure publication dans les meilleures revues pour pouvoir se profiler. Ça les intéresserait de travailler à un bien public universel? Vous savez, je pense que quand vous êtes étudiant, chercheur, vous êtes concentré sur les questions que vous vous posez et la manière d'y répondre. Et ce qui me frappe,
pour en avoir souvent discuté avec eux, c'est que souvent ces questions-là, on leur demande, tiens, comment est-ce que tu vois la suite? Est-ce que tu dois continuer dans un laboratoire universitaire ou est-ce que tu veux créer ta spin-off? En fait, quand vous êtes vraiment passionné par la recherche, ces questions-là, vous les laissez de côté jusqu'au jour où... les étudiants de oui, Mathias de Watripon. voilà. Je vais Enfin, si peut-être... je peux, en Oui, tant qu'économiste, si je peux ajouter un mot, je vous en prie. euh, je crois qu'il y a en effet, comme tous les citoyens, des chercheurs qui sont purement altruistes et qui s'intéressent pas du tout à leur gloire personnelle, mais même les autres qui s'intéressent quand même, en effet, à leur succès, etc. Pour eux, le modèle de la science ouverte, c'est parfait, hein. Je veux dire, quel est l'objectif des chercheurs? C'est de publier des articles dans des revues. Si en plus ces revues sont gratuites, c'est encore mieux parce qu'ils auront pour d'autant plus communiquer leurs idées. Et entre nous, s'ils ont beaucoup de succès, ils auront une belle offre d'une bonne université qui éventuellement va leur payer beaucoup d'argent. Donc il y a la plupart des chercheurs, en effet, sont motivés par, disons, la reconnaissance par les pairs, qui malgré tout se traduit soit par des plus beaux labos, plus gros labos, soit par des salaires plus élevés. Maintenant, certains, en effet, souhaitent également développer leur start-up et gagner de l'argent. Et je dirais que tant que une partie suffisante du revenu de tout ça retourne à l'université ou l'État qui aura financé, je crois que c'est OK, hein. J'ai encore une question avant que l'on ne se quitte, enfin surtout que l'on aille retrouver en conclusion Véronique de Keyser pour la conclusion de cette soirée. Parce qu'on ne l'a pas évoqué évidemment, Michel Goldman. Il y a les vaccins dont on parle dans nos régions et qui, on va le dire, sont produits dans le cadre de firmes que l'on connaît, on en a cité quelques-unes. Et puis il y a évidemment depuis Moscou l'annonce de Sputnik V, et puis il y a le vaccin chinois qui est présent à Cuba, en Amérique latine. La Russie offre beaucoup d'ailleurs ce vaccin, c'est une diplomatie du vaccin, mais on semble un peu méprisé en disant que Chine ou Russie ne seraient pas capables, qui sont pourtant des puissances spatiales aussi, de mettre au point des produits de qualité. Et on a même entendu un commissaire européen, Thierry Breton, dire on n'en a de toute façon pas besoin, gardez-le, on sera tous immunisés pour le 14 juillet. Oui, j'ai trouvé ça assez choquant. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments pour penser que ce vaccin Sputnik est en fait un vaccin efficace. Alors, les choses sont mal parties parce que, disons, la manière dont la Russie et Poutine a utilisé, disons, ce vaccin en communiquant sans base scientifique a jeté la suspicion. Depuis lors, les publications dans les meilleures revues sont venues et surtout, comme vous l'avez dit, le vaccin a été distribué assez largement de par le monde. Donc on a des résultats qui nous sont transmis par des pays qui n'ont pas d'intérêt direct politique. Et donc ce que l'on sait aujourd'hui de ce vaccin, c'est que c'est certainement un vaccin efficace. Le chinois aussi Je vais venir aux Chinois. Peut-être un mot sur le vaccin russe pour dire que ce qu'on attend aujourd'hui, à mon avis, ça va venir, c'est l'approbation par l'Agence européenne du médicament. Et donc on sait que les Allemands aident d'ailleurs de ce point de vue. D'ailleurs la chancelière a dit qu'elle était preneuse du vaccin, mais elle sait que pour y arriver, il faut une approbation réglementaire qui garantisse la sécurité de ce vaccin. Et ça, disons, c'est une mesure très importante parce que, bon, voilà, pour des raisons assez évidentes. J'ajoute qu'il y a même aujourd'hui des stratégies qui sont considérées pour combiner ce vaccin russe avec d'autres vaccins que nous utilisons aujourd'hui. Donc moi, je pense que ça fera probablement partie de la panoplie des vaccins qui seront accessibles assez largement de par le monde. Et encore une fois, les données qu'on a suggèrent que c'est un vaccin efficace. Il en est de même, en fait, des vaccins chinois. Vous savez, les Chinois, ils ne se sont pas compliqués la vie. Pour l'essentiel, alors ce n'est pas tous les vaccins, ils ont des vaccins innovants aussi, mais ils sont partis d'un principe simple, c'est qu'un virus inactivé, un virus tué, eh bien ça peut représenter un très bon vaccin. Il ne va pas causer la maladie puisqu'il est inactivé et il va pouvoir stimuler le système immunitaire.
Et bon, vous savez, le vaccin anti-grippe, bon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, ils ont développé ces vaccins avec des résultats pour autant que l'on puisse faire confiance aux informations qui nous sont transmises, mais certaines commencent à être publiées également, qui sont encourageantes, sans doute moins efficaces, mais je dirais pas beaucoup moins efficaces que les vaccins que nous connaissons ici. C'est largement déployé dans différents pays de par le monde. Et vous savez, cette technologie ancienne, même les Européens la développent. Donc il y a un vaccin développé par une firme française qui est le Valneva, qui est basé sur le même principe. Alors ce qui est un peu triste, c'est qu'elle a dû aller chercher son financement au Royaume-Uni. Mais enfin, j'ai entendu récemment que quand même l'Europe allait essayer d'une manière ou d'une autre de pouvoir bénéficier de ce vaccin également. Donc je pense que ces vaccins chinois sont des vaccins à considérer sérieusement. Il faut simplement que les Chinois fassent comme les Russes, qu'ils acceptent de soumettre leurs vaccins à l'évaluation de l'Agence européenne du médicament. Cette question d'ailleurs, et je terminerai par quasiment la même à Mathias de Watripon, cette question je la posais aussi parce que donc manifestement, si on veut bien rejoindre le début de notre entretien et la première intervention de Véronique de Keyser, c'est aussi que donc il semble qu'il n'y ait pas une totale liberté, il y a une part d'idéologie aussi qui joue à un certain moment dans la promotion de telle ou telle chose, en dehors ou même avec la complicité de certains scientifiques qui disent « moi c'est mieux ». Écoutez, moi je serais prudent. Je pense que, bon, que ce soit pour les politiques ou pour les scientifiques, bon, on a des objectifs, on a envie de réussir, on a envie d'être reconnu pour les contributions qu'on a apportées. Bon, voilà, je crois qu'il y a un aspect positif aussi quand, encore une fois, en France, les industriels sont secoués pour dire comment ça se fait qu'au pays de Pasteur, on n'est pas... Bon, je pense que ça peut avoir des effets positif. Je pense quand même que ce jeu politique, moi je le vois surtout au départ de la Russie et de la Chine aujourd'hui. Peut-être un peu de l'Inde aussi d'ailleurs. Oui, Mathias de Watripon, cette question quand même, hein, il y a de l'idéologie qui peut sous-tendre à un certain moment tout ce qu'on a appelé l'information. L'information, c'est principalement ce qui préoccupe aussi le Centre d'action laïque, c'est l'autonomie à la fois de la pensée et ce fameux choix éclairé du patient. Et quand l'idéologie joue, l'éclairage du choix peut être biaisé. Ah oui, je crois que les choix peuvent être biaisés dans plein de dimensions. Je dirais qu'ici, évidemment, donc a priori, prenons en Europe ou aux États-Unis, les règles sont assez claires. Euh, pour faire autoriser votre vaccin, vous devez soumettre un dossier selon disons, une structure qui a été définie soit par la Food and Drug Administration, soit par le European Medicine Agency. Après, certaines entreprises disent je le fais pas. Donc en particulier, si les capacités de production russes sont telles que entre leur population et les pays auxquels ils veulent exporter ne vont pas leur permettre de servir beaucoup le marché européen, bon, à quoi ça sert de se presser pour demander l'autorisation euh, Et donc à ce moment-là, l'Europe dit bah voilà, si vous respectez pas les règles, désolé, moi je vous l'accepte pas. En sachant ceci étant dit que en Europe, on n'est pas obligé de passer par l'agence européenne, on peut aussi passer par l'agence nationale. Et par exemple, pour des raisons politiques en partie, la Hongrie a autorisé le vaccin russe. Elle n'est pas la seule. Donc là, il y a en effet de la géopolitique. Est-ce que il y a de la géopolitique dans l'autorisation? J'ai quand même entendu que, par exemple, aux États-Unis, euh, étant donné qu'il y avait vraiment un besoin urgent de vaccins, on a mis la pédale d'accélérateur sur l'autorisation de Pfizer, BioNTech, de Moderna et de Johnson Johnson, et que peut-être on est un peu plus regardant sur AstraZeneca, qui n'est pas encore autorisé aux États-Unis, par exemple. Oublions la Chine et la Russie.
Bon, déjà, je crois qu'il y a eu une volonté d'aller plus rapidement sur AstraZeneca en Angleterre. Bon, c'est une entreprise, bon, il y a Oxford, et puis AstraZeneca est anglaise et suédoise. Donc, je vois qu'il y a quand même, à différents endroits, peut-être qu'on accélère plus ou moins vite. Mais je crois surtout que, bon, je crois pas que les Chinois aient déjà soumis un dossier au niveau européen, et je crois que si j'ai bien compris, les Russes le préparent seulement. Donc voilà. Merci messieurs pour voilà, ces données. On n'a pas fini d'en parler, hein, c'est évident, Michel Goldman. Mais en tout cas, ce débat reste ouvert et importe dans ce cycle de la santé unique, hein, One Health, que l'on a réabordé également ce soir. Peut-être globalement, puis-je aussi vous signaler ce numéro d'avril d'Espace de Liberté, hein, le numéro évidemment du Centre d'action laïque, le mensuel, qui titre ici un dossier sur le monde d'après est-il nécessaire, avec d'ailleurs ce sous-titre aussi, et si le monde de demain était aussi laïque. Réflexion sur le monde de demain, ça fait évidemment partie de toutes ces réflexions que l'on mène et dans laquelle ce que l'on vient d'évoquer ce soir sera évidemment important. Mais la conclusion revient bien entendu, comme l'introduction et la réaction à mi-parcours, à Véronique de Keyser, que l'on retrouve immédiatement. Merci beaucoup. Bien sûr, je ne vais pas faire de conclusion puisque le cycle se termine. Je voudrais tout de même faire une ou deux petites réflexions. La première, quand je regarde les chiffres, je vois que il y a à l'heure actuelle près de 3 millions de morts du sida, le lapsus, vous allez le comprendre, du Covid, et que d'autres pandémies sont probablement à venir dans les années futures. Alors, je me dis que devant ces chiffres et devant ces pandémies à venir, se poser la question du vaccin comme bien universel ne peut être simplement une équation économique banale. Euh, je pense que c'est Michel Goldman qui l'a dit en parlant justement des trithérapies SIDA et de l'Afrique et de la manière dont un certain activisme avait aidé à rendre ce processus généreux un petit peu plus facile. Je pense qu'un peu d'activisme ne nuirait pas par rapport au Covid. Et parce que effectivement, peut-être que les industriels de l'industrie pharmaceutique vont avancer l'idée que si on ne peut pas retirer de profit suffisant des investissements, à quoi bon encore faire de la recherche, etc. Mais ils ne sont pas insensibles et il y a d'autres pressions tout de même. Bon, il y a les victimes, il y a des gens qui sont mus par des visions de solidarité, d'égalité, euh, qui sont des valeurs qui sont importantes pour eux. Je pense que dans les investisseurs aujourd'hui, la question des fonds éthiques, etc., gagne en force aujourd'hui. Et je pense que pour tous les médecins, pour tous les soignants qui se battent aujourd'hui contre la pandémie, euh, ça fait tout de même les victimes, les soignants, les chercheurs, les gens qui ont des valeurs, ça pèse tout de même quelque part dans cette équation. Et c'est pour ça que au CAL, au mois de mai, on fera un colloque un peu plus important que simplement une conférence et qu'on reprendra ce problème-là que vous avez, merci beaucoup pour les orateurs de ce soir, que vous avez introduit magistralement aujourd'hui, mais on y répondra justement probablement avec quelques activistes puisque Ricardo Petrella sera là et on peut compter sur lui pour faire entendre sa voix. Mais simplement, je crois que les choses peuvent bouger et qu'il faut probablement qu'elles bougent si l'avenir se dessine de cette manière. Il faut le faire par rapport à ceux qui ont été des victimes de cette pandémie. Il faut le faire
par rapport à une certaine vision probablement de la recherche et de notre solidarité vis-à-vis de ces victimes. Donc voilà, ça c'est une position que nous avons débattue au CAL, qui est celle du CAL. Maintenant, nous ne sommes pas ni des experts dans l'industrie pharmaceutique, ni totalement du genre bisounours qui ne voyons pas les réalités. Donc c'est vraiment un débat là-dessus, avec l'idée de faire progresser l'idée, de faire progresser quelque chose qui soit dans ces directions-là. Moi, je me souviens très bien au Parlement européen, quand j'étais là entre 2003 et 2006, je pense, nous avons eu une bataille énorme sur le problème du brevetage des logiciels. Ça a été une bataille terrible parce que il y avait une bande de petits fous là qui développaient des logiciels libres qui prétendaient que le logiciel ne pouvait pas être breveté, qu'il était soumis à des droits d'auteur, mais qu'il s'était emprisonné à connaissance. Ils ont gagné. Ils ont gagné. La directive a été jetée à la poubelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut répéter ce geste-là, mais la connaissance comme bien commun, la santé comme bien commun, ben, ça doit se prolonger, effectivement, avec des avancées. C'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je dirais que tout ce que nous avons appris ce soir me redonne à moi, en tout cas, une confiance encore plus grande dans la science et dans la capacité de la science à saisir les devenirs des sociétés. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, non pas sont persuadés du vaccin, mais sont persuadés en tout cas que autour de ces questions, ce n'est pas des vérités toutes faites qu'on peut sortir comme ça d'un chapeau, que personne ne peut contredire et tout. Ce n'est pas toutes ces théories complotistes, cette attaque finalement contre que j'appellerais un peu prétentieusement l'héritage des Lumières. Non, c'est pas avec ça que nous allons faire le futur. Et je pense qu'il faut avec beaucoup d'humilité et il faut avec en faisant reculer nos peurs, je crois qu'il faut reprendre la maîtrise des événements qui nous ont atteints et je suis persuadée que nous pouvons le faire ensemble. Maintenant, c'est un message qui est un message vraiment plein d'espoir, donc que je vous donne. Ce sont des rendez-vous que je vous donne. J'espère que nos orateurs n'auront pas perdu leur temps ce soir. Merci en tout cas infiniment d'être là, d'avoir été là. Et à très bientôt. À très bientôt. Je ne connais pas la date, Eddy, connais pas la date de notre prochaine rencontre par conférence. Je connais le début de notre conférence du mois de mai. C'est le 8 mai. Entre ça, nous aurons encore une rencontre, mais je ne sais pas si elle est déjà fixée. Elle sera effectivement probablement en fin avril, où nous nous poserons beaucoup de questions encore sur ces héritages des Lumières, la nouvelle façon de les entrevoir à l'aune de ce que l'on a évoqué ce soir. Ce sera les nouvelles lumières radicales? Voilà, exactement. Ah, ça va être chouette. On va en tout cas s'en approcher. Voilà, vous êtes preneur et à bord de ce qui vient d'être dit, Michel Goldman? Tout à fait, je crois que les débats sont très importants. Et je crois que les débats ouverts où effectivement les différentes voies possibles puissent être envisagées, je crois que c'est comme ça qu'on va avancer. Vous également, en vous saluant, Mathias de Watripon. Oui, tout à fait, 100% Merci d'accord. en tout cas. Merci. Ce message fait de solidarité et de respect pour la science. Tout à fait. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci aux équipes également qui ont évidemment, comme à chaque fois, avec beaucoup de doigté et de brio, réussi à mettre tout ceci en œuvre que vous allez découvrir ou que vous avez découvert avec nous en direct ou que vous allez retrouver bien sûr sur tous les supports, YouTube, Facebook, site web. Merci et soyez attentifs. Merci Heidi. Merci Heidi. Soyez au rendez-vous des prochaines. Merci, bravo, excellente bravo. soirée ou excellente journée quand vous regarderez cette retransmission. Merci. Merci.